Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos, là où on vous apprend à bien gérer votre argent, où on parle d'entrepreneurship, où on parle de comptabilité, de finances personnelles, de finances... L'économie en général. Exact. Christophe, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va 100%. Ah, good. Ben, ça tombe bien parce qu'on a un podcast super intéressant. Je pense qu'on a juste eu des podcasts intéressants. En effet, oui. on est quand même très chanceux, on a des très bons invités. Puis aujourd'hui, c'est pas différent. On a... un invité qui est déjà venu sur le podcast. Oui, exactement. Philippe Caron du groupe DCB, qui est un groupe qui travaille en assurance, qui va venir nous parler de mythes et réalités. Donc, encore une fois, on va démystifier là, on ramène notre petit concept pour vraiment parler de l'assurance vie, l'assurance invalidité, puis toutes plein de questions connexes que moi et toi on a concoctées. Donc, si jamais vous voulez nous encourager, vous pouvez toujours partager le podcast, vous abonner. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés. Si vous ne voulez pas manquer un épisode, abonnez-vous. Et nous, ça nous donne un meilleur indicatif sur notre audience, puis qui nous écoute, quel genre de podcast vous aimez. Laissez-nous des commentaires si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets. Laissez-nous savoir. Oui. Puis si vous voulez encourager, ou si vous avez besoin d'assurance, vous pouvez toujours aussi aller rejoindre Philippe là, pour si vous avez des questions, des besoins. Il va pouvoir vous aider assurément. Donc, sans plus tarder, Anthony. On part ça. Donc, merci beaucoup, Philippe, de te prêter au jeu pour une deuxième fois avec nous. Donc, comme on l'a mentionné en intro, on va parler d'assurance vie et d'assurance invalidité, avec un peu plus un focus cette fois-ci sur les mythes versus la réalité. Puis, on va essayer d'y aller de façon assez logique, le même cheminement que quelqu'un qui se prêterait au jeu de peut-être se souscrire à une assurance. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi mes besoins en assurance? C'est quoi mon assurabilité? C'est quoi le prix? Après ça, on va parler peut-être un peu plus d'optimisation fiscale, puis des trucs du genre. Donc, commençons par le début. Je pense que les gens... Merci de m'inviter à nouveau chez Les Éconos. Vous avez fait un bon travail et puis je suis content d'y participer. Oui, puis d'éduquer nos auditeurs. Mais ouais, puis écoute, je pense que si les gens sont curieux à en savoir un peu plus sur toi, d'aller écouter notre premier podcast qu'on a fait avec Philippe, super intéressant là, de connaître ton parcours, comment tu es tombé dans l'assurance, puis un peu connaître le monde des assurances ou de... Ouais, exactement, puis de savoir un peu le background, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi. Fait que les gens pourront l'écouter, mais sinon... lançons-nous directement là, dans... Fait que la première chose, là, je pense que quand les gens te contactent, c'est à savoir, est-ce que j'ai besoin d'assurance? C'est à un certain moment dans leur vie, les gens ont besoin d'assurance, parce qu'on l'a couvert un peu dans le premier podcast. Mais peut-être pour le premier mythe qu'on pourrait te poser la question, c'est est-ce que je suis obligé d'avoir une assurance? Est-ce que je peux passer ma vie au complet sans avoir d'assurance vie ou d'assurance invalidité, ou est-ce que vient un certain moment donné où je dois souscrire à une assurance vie? Bon, en fait, on me la pose pas souvent comme ça, mais comme on pourrait dire, elle est assez directe. Et alors, effectivement, on pourrait dire que il n'y a pas d'obligation à avoir d'assurance. OK? Puis, il y a des régimes gouvernementaux de base qui peuvent venir nous aider, mais c'est vraiment de base, puis c'est pas nécessaire. On va pas se qualifier nécessairement. Aussi, c'est sûr que
lorsqu'on décède, il va rien nous arriver à nous. Dans le fond, c'est plus nos dépendants, nos héritiers, qui peuvent être pris avec une dette, qui peuvent être pris avec notre absence de revenus. Alors ça, ça pourrait être un besoin de considération à couvrir. Mais là où on pourrait être pénalisé comme individu, c'est à partir du moment où on n'a plus de revenus. OK. On est invalide, je veux dire, si on n'est pas couvert par un régime gouvernemental, on est sur le bien-être social, là, on est au crochet de la société, puis c'est probablement pas une expérience agréable. Alors, non, il n'y a pas d'obligation, mais je pense qu'une base, c'est comme... c'est l'assise d'une sécurité financière parce que il n'y a pas personne qui se dit écoute, à un moment donné, qui se dit s'il m'arrive de quoi, qu'est-ce qui va arriver de mon revenu, qu'est-ce qui va arriver de ma qualité de vie, qu'est-ce qui va arriver de mes enfants, ma conjointe. Là, à ce moment-là, c'est là que le besoin sort, puis qu'on se dit OK, regarde, on va arrêter d'y penser, de se préoccuper de ça, puis on va couvrir la base. Puis la discussion que moi j'ai avec mes clients, c'est de dire OK, c'est quoi cette base-là? De quoi qu'on a besoin. Mais par exemple, comme si tu contractes une hypothèque, souvent la banque va te demander, ou tu sais, est-ce que tu es obligé de contracter une assurance vie si, admettons, tu contractes une hypothèque ou une assurance salaire ou une assurance invalidité ou peu importe? OK. C'est ça, là, à peu près tout le monde entre dans le monde de l'assurance via l'assurance hypothécaire ou l'assurance crédit parce que aussitôt qu'on contracte une hypothèque, on se fait poser la question, vous voulez souscrire ou on vous offre l'assurance hypothécaire. Est-ce que c'est obligatoire ou pas? Ce n'est pas obligatoire. Par contre, il y a des tactiques de vente, c'est payant pour les banques de l'offrir, mais ça fait pas partie des conditions de prêt. Okay. Donc, souvent, ils vont dire « Ah, je suis obligé de l'offrir. » OK, c'est vrai qu'ils sont obligés de l'offrir, mais on a absolument toute la liberté de la refuser. Et pourquoi c'est important de savoir qu'on peut la refuser? Parce que c'est pas nécessairement ou c'est rarement un bon deal pour la simple et bonne raison que le prix essentiellement est beaucoup plus élevé que ce que le marché individuel va offrir. OK? Puis si on parle, par exemple, d'une assurance invalidité, donc dire, écoute, tu tombes invalide, les paiements hypothécaires vont être assumés par l'assurance, mais ce qu'on réalise pas, c'est que la protection, selon les contrats, dure de 12 mois à 24 mois. Donc, lorsqu'on parle d'une assurance salaire ou d'une assurance invalidité, on parle de durée jusqu'à 65 ans. Il t'arrive quelque chose, tu vas être couvert jusqu'à 65 ans. Alors, d'être couvert pour 12 mois ou 24 mois, est-ce que c'est vraiment une bonne protection? J'en doute. Puis aussi, quand on regarde le prix de cette protection-là, c'est à peu près le même prix qu'une protection qui durait jusqu'à 65 ans dans le marché individuel. Okay? Évidemment, ceux qui proposent ça chez les banques ne sont pas des représentants en sécurité financière, des conseillers en sécurité financière. Donc, eux autres sont là pour couvrir le crédit. D'ailleurs, c'est la banque qui est couverte par ça. On ne nomme pas nos bénéficiaires. Alors, puis les gens, par facilité, vont dire oui, vont dire non, mais je pense que ça vaut l'effort de faire une démarche. Je pense que c'est à court, moyen, long terme, mais les gens le regretteront pas. Là. Puis tu parlais de prix un peu. Est-ce que peut-être une bonne façon justement de pas seulement avoir les parce que l'assurance, on s'entend que si c'est un coût, là, admettons même une assurance temporaire, tu le perds, là. C'est-tu peut-être une bonne idée de plus souscrire à une assurance permanente que tu as une garantie de paiement éventuellement, ou d'une façon c'est comme un investissement versus une dépense? C'est-tu une bonne idée d'aller vers ça? Ou... En fait, je dirais que un peu comme je le disais lors de notre premier écono, c'est vraiment une question de besoin puis une question de budget, une question d'objectif aussi. Ouais. C'est sûr que la priorité, c'est le besoin. Donc, c'est sûr que si on a un budget X qui est limité,
ben notre responsabilité, c'est de dire, écoute, on va couvrir notre dette, ça va aider, je veux dire, si l'hypothèque est payée, si la dette est payée, s'il y a un montant d'argent X qui est payé, ça va aider. Et puis à ce moment-là, ben ne serait-ce qu'on n'a pas un gros budget, on loue cette protection-là via une temporaire, c'est déjà un meilleur move que de prendre une petite protection qui serait permanente, dans laquelle on accumule de l'argent, mais qui a un capital d'essai ridicule, qui aide absolument personne. Okay. Donc, je pense que la priorité, c'est toujours et d'ailleurs, l'existence de l'assurance, c'est pour protéger. Là, c'est pas... on parle de l'assurance placement, mais l'objectif premier, là, c'est de couvrir. Okay? Ensuite de ça, on regarde le budget. Puis si on peut faire une épargne forcée, puis créer un patrimoine à long terme par le biais de l'assurance, puis ça affecte pas notre budget, puis bon, on est bien organisé, ça vaut la peine de regarder cette question-là. Alors, je dirais vraiment, objectif budget, c'est ce qui va nous aider là, à... Puis à l'opposé, y a-t-il un maximum qu'on peut aller ou on peut se faire assurer pour... Oui. Ben en fait, les assureurs sont assez flexibles. Si on prend par exemple l'assurance vie, facilement ils vont accepter 10 fois à 20 fois le salaire. Donc tu gagnes 100 000, tu peux aller de 1 à 2 millions sans trop te faire poser de questions. Tu peux même ajouter de la dette là-dessus. OK. Et puis si on regarde par exemple l'assurance invalidité, ben on va regarder typiquement on va pouvoir assurer 85% de ton net. OK? Donc, c'est un petit peu ça. Donc, souvent, je donne l'exemple, quelqu'un qui gagnerait 100 000, on va pouvoir couvrir environ là, 60 000 net de son salaire, donc 5 000 par mois. Là. Ah, OK. Là, c'est une bonne règle. Là. Je gagne 100 000, je peux m'assurer 5 000 net par mois, 60 000 net. OK, tu ne peux pas aller à 100% de ton salaire. Non. Évidemment, l'objectif des assureurs, c'est de bien te couvrir, mais ils veulent d'aucune façon t'enrichir par le biais d'une assurance. Donc, on veut on a des barèmes, puis il y a des limitations. Pour éviter que le monde abuse? Pour éviter que le monde abuse, puis aussi que les gens aient un incitatif à revenir au travail. Aussitôt que tu fais plus d'argent invalide qu'en travaillant, c'est un peu gênant. Fait que cette petite règle on baisse peut-être d'un 10-15%, ton revenu maximum, ça contribue. Puis tous les assureurs ont les mêmes règles. Il n'y en a pas un qui est plus généreux puis qui lui assure. Ouais. Non, c'est uniforme, ces règles-là. Puis comment ça fonctionne si, par exemple, tu es entrepreneur et tu n'as pas nécessairement de salaire déclaré ou que même tu travailles puis tu as du revenu pas déclaré? Oui, super bonne question. Travailler au noir, j'imagine ça, c'est compliqué. Alors, on revenait au salaire, au revenu, travailleur autonome, on a un revenu d'entreprise, qu'on soit incorporé ou pas, c'est pas grave. Bien évidemment, les assureurs veulent pas que tu t'enrichisses. Donc, si, par exemple, tu déclares rien, puis que tu travailles au noir, ben pour l'assureur, tu gagnes rien. Donc, tu n'as absolument aucune chance d'obtenir une assurance. Dans ces cas-là, ce qu'on dit aux gens, ben déclare-en un peu plus jusqu'à temps qu'on arrive à une base raisonnable. Exemple, tu gagnes 50 000, déclare au moins 25 000. Tu vas pouvoir aller peut-être te chercher 1 500, 2 000 $ par mois. Ça paye les bills si t'arrives de quoi. Puis le reste, ben fais ce que tu as à faire. Là, Alors ça serait une technique à utiliser. Les gens qui sont plus en société, on va calculer deux choses. En société ou même entreprise enregistrée, c'est qu'on va considérer le salaire, on va assurer le salaire, comme je disais tantôt, mais aussi on va assurer le bénéfice. OK. C'est possible de le faire. On combine les deux. Évidemment, si on est deux dans l'entreprise, on va prendre 50% du bénéfice puis on va te l'accorder. OK. Fait qu'en gros, on n'a pas juste besoin d'un salaire pour prouver notre revenu, on a juste à présenter nos états financiers, présenter notre bottom line, notre bénéfice, puis dire, OK, ben moi j'ai 50% de ça, fait qu'on peut ajouter ça. OK. C'est comme ça qu'on fait ça. Cool. Puis après ça, comment est-ce que, une fois que je dis, OK, c'est beau, j'ai trouvé mon montant, là, vous allez trouver une assurance. Est-ce que c'est-tu tout pas mal la même chose? T'sais, si je vais voir un courtier, ont-tu tous les mêmes taux ou j'ai-tu besoin d'aller voir comme plein de courtiers? Comment ça fonctionne? Ben, comment ça fonctionne? Souvent, des fois, j'ai des appels, ils me disent, j'aimerais ça, j'ai eu ton nom, j'aimerais ça avoir une cote. En fait, comme
Alors, la cote, elle vient plus d'un réflexe de dire, OK, qu'on représente un assureur ou 2 assureurs. Ouais. Et que, dans le fond, si j'en représentais 1 ou 2, ben à ce moment-là, je vais avoir 2 cotes, deux primes à offrir. Ouais. Et qu'il faudrait faire le tour du marché pour avoir l'ensemble pour se faire une tête. Mais ça marche pas comme ça. Un courtier indépendant a accès à des logiciels puis des organisations qui offrent un service d'étude de marché de l'ensemble des assureurs au Canada. On parle de tous les assureurs au Canada en instantané. Donc, ces taux-là sont remis. Un assureur change son taux le lendemain, ça fait partie de l'étude de marché. Donc, quelqu'un qui me dit, Philippe, peux-tu savoir tous les taux pour une temporaire 10 ans de 500 000 d'1 million? Ben, je peux la sortir avec tous les assureurs. Ça peut être 40$ la première, 41$ la deuxième, etc. Fait que ça, peut-être nos auditeurs doivent savoir qu'ils peuvent exiger ça. Parce que c'est pas tout le monde qui souscrive à ça, mais moi, je pense que c'est un must de pouvoir démontrer. Ça veut pas dire que le premier, c'est le meilleur produit, parce qu'il y a d'autres considérations, mais au moins, tu sais, tu as la certitude de dire, OK, regarde, il n'y a pas un meilleur deal ailleurs. Ils sont tous... C'est public, les assurances ont comme intérêt à rendre ça public ou... Ben oui, eux autres, ils compétitionnent, tu sais, un contre l'autre. Fait que c'est sûr que ceux qui sont en premier, donc ceux qui sont les plus compétitifs, veulent que ça se sache. Oui, en effet. Puis sans faire mauvaise presse aux agents captifs, c'est sûr qu'un agent captif, il est limité à ce qu'il y a, à la compagnie qu'il représente. Fait que c'est sûr que s'il n'est pas dans les meilleurs taux, il a intérêt à se positionner avec d'autres avantages ou d'autres bénéfices que celui du taux. Mais des fois, surtout pour une assurance temporaire, c'est assez clair. Hein? La garantie est la même chez tous les assureurs. C'est comme acheter du poivre puis du sel. Là. C'est très, très, très similaire. Fait que des fois, ça justifie pas de payer 10 ou 15% de plus. Puis, y a-tu des avantages peut-être d'aller avec, admettons, toutes... tu sais, moi, j'étais avec la Sun Life. Toutes mes produits sont chez la Sun Life. J'ai-tu des avantages à rester dans le même comme fournisseur d'assurance ou... Comme tu dis, du sel, c'est du sel, peu importe où tu vas. En fait, il n'y a pas... souvent... ce que tu fais référence, y a-t-il un avantage à tout avoir chez le même assureur? Des fois, dans d'autres types d'assurances, ça peut servir parce que les gens font référence à des rabais, ça peut être des groupes associations et tout. Mais en assurance individuelle, il n'y a pas de rabais, si on peut dire. Parce que j'ai 2 produits, tu sais, on voit ça en assurance voiture, maison, tout ça. Oui, exact. Si tu as 2 produits, on baisse. Non, ça ne marche pas comme ça. Dans le fond... comme il n'y a pas de rabais à avoir plusieurs produits, puis les compagnies donnent un prix qui est le même de Vancouver à Terre-Neuve, si on veut. Vraiment le même prix. Là. Peu importe ce que tu dis, peu importe si t'es beau, t'es fin, t'es pas fin, ça va être le même prix. Ben à ce moment-là, ça vaut la peine de se dire, OK... je vais prendre le moins cher. Je vais prendre le moins cher pour si, par exemple, c'est une temporaire, puis j'ai pas un besoin de convertir cette police en permanente là. Alors, on a de tout. Là. C'est pour ça que ça fait partie encore de la conversation des objectifs où là, je peux conclure, dire, écoute, il n'y a aucun intérêt pour toi de prendre un produit plus cher parce que, je veux dire, tu vas la canceller dans 5 ou 10 ans parce que ton besoin est limité à ça. Fait qu'on va pas perdre notre temps. T'es vraiment mieux avec ça. Puis c'est le même prix que toi, tu t'assures individuellement ou que, admettons, tu as une assurance collective. Là, admettons, avec ta job, la personne, tu sais, ta job parce que c'est un régime de 200 employés. Oui. C'est le même prix, peu importe, ou est-ce qu'il y a une différence avec ça aussi? En fait, les régimes collectifs, souvent la prime va varier avec le groupe. OK. Dépendamment de comment le groupe utilise. Oui, il y en a d'autres que ça va être une charte. Mettons un groupe association, ça va être OK, si tu. Disons que tu as ton assurance de base, mais que tu peux acheter de l'assurance facultative. Souvent, ils t'offrent d'acheter des unités. Oui. Bon, il y en a qui vont te charger selon ta braquette d'âge. Tu sais, tu as 35, fait que c'est la braquette 30 à 35. OK. Puis c'est ce prix-là. Puis quand tu vas passer à 36, tu vas changer de braquette. Bon, OK. Mais souvent, ces taux-là, c'est des taux blendés ou mélangés de différents risques. Fait que c'est pas nécessairement les meilleurs taux. C'est facile à obtenir, tu sais. C'est comme ta job, tu coches, c'est réglé. Des fois, tu vas passer des tests de santé pareil. OK. Moi, ce que je dis, c'est que si tu es pour passer un test de santé puis que tu veux vraiment réfléchir à ta protection d'assurance à long terme, tu vas être surpris encore là que tu vas faire un meilleur deal au privé, à l'individuel, en appelant des courtiers comme nous.
faire l'étude de marché, puis tu vas voir, tu vas comparer les deux, tu vas être surpris. Là. OK, fait que individuellement, c'est moins cher que même dans un régime collectif. Là, oui, mais c'est pas pour tout. Par exemple, en assurance invalidité, c'est pas nécessairement vrai, ce que je te dis. OK. Puis ça dépend des braquettes d'âge. Comme par exemple, un jeune de 35 ans qui a une assurance invalidité, elle va coûter pas mal moins cher dans son assurance collective, ce qui lui est pris à la source, là, si on veut, sur sa paye, versus en acheter une juste c'est ça. Alors, c'est ça. En vieillissant, des fois, ça va changer pour les personnes plus âgées. Mais disons que ce que je dis, l'économie est à faire en vie, un peu moins en assurance invalidité. Puis, par rapport aux questions qu'une assurance peut poser là, sur la santé, etc., est-ce qu'il y a un danger de mal répondre ou de une mésinformation, de ne pas nécessairement connaître? Exemple, tu sais, ils demandent souvent, est-ce que tu fumes? Mm-hmm. Quelqu'un peut ne pas fumer, mais peut commencer à fumer plus tard ou fumer occasionnellement ou... Est-ce que ça l'impacte, ça? Puis est-ce que par après, les assurances peuvent dire tu as fait une fausse déclaration quand on t'a entrevué, donc on t'enlève cette assurance-là ou on ne la rembourse pas? Bien, en fait, tu fais référence à, dans le fond, la déclaration. La déclaration initiale, c'est une grosse affaire. Puis là, tu parles de fausses déclarations puis tout ça. Bien, tout part de la déclaration de l'assuré. Une déclaration de bonne foi, spontanée. Tu sais, ils te demandent pas de regarder toute ta boîte de photos de famille, là, pour te souvenir des affaires. Ils te demandent, regarde, à ta connaissance, là, c'est quand je te pose ces questions-là, qu'est-ce que tu me réponds? OK? Alors, des fois, il peut y avoir des glissements ou des oublis, etc. Mais en gros, c'est que l'assureur veut prendre une photo la journée que tu fais ta déclaration. Clique, la photo là, puis la photo du passé, de ce que tu te souviens. OK? Puis la façon que les questions sont posées, ça t'aide un petit peu à te souvenir de passer en revue à peu près tout ce qui intéresse l'assureur. OK? Qu'est-ce qui arrive après que, mettons, suite à ça, tu obtiens ton assurance? Qu'est-ce qui arrive si, à un moment donné, tu réclames parce que, ou bien ta succession réclame parce que toi, tu es décédé ou tu es invalide, puis là, tu réclames. Mais là, c'est sûr qu'il y a la notion de 2 ans. OK? Puis à l'intérieur de 2 ans, ben là, c'est clair qu'un assureur peut contester ta réclamation. OK? Et si tu as fait une fausse déclaration, il est en droit de résilier le contrat, de te rembourser tes primes. C'est comme ça que ça marche. Tu rembourses tes primes. Pour toutes les années que tu as payées? Pour toutes les années que tu as payées, comme s'il n'y avait jamais eu de contrat. Ah, OK. OK? Tu n'es pas plus avancé. Non, en effet. OK, mais tu récupères tes primes. Oui, mais si tu es décédé, c'est ça. Puis si ça arrive après 2 ans, ça, c'est le Code civil là, qui protège les assurés. Oui, légalement. C'est que là, un assureur ne peut pas, on dit nier ou ne peut pas ne pas payer la prestation pour fausse déclaration. OK? Il y a une exception, c'est la fraude, mais c'est très, très, très difficile, puis ils s'en vont plus ou moins là-dedans. Donc, dans le fond, tout ce qui se passe après 2 ans, ou tous les contrats qu'on a en vigueur après 2 ans, on peut dormir tranquille. Puis ce qui est à l'intérieur de 2 ans, ben on peut se poser des questions si on a fait des fausses déclarations. Fait que je dirais que c'est plutôt ça. Et aussi, tu disais, il y a une autre notion, c'est que c'est la déclaration de l'aggravation du risque. OK? En assurance dommage, OK, mettons que tu as un chalet pour toi, puis à un moment donné, tu te dis, hey, je vais louer mon chalet. Oui, Airbnb, peu importe. Mm-hmm. Oui, fait que là, il y a bien plus de risques que du monde qui passe chez vous, tatati. Est-ce que là, il faut que tu le déclares. C'est ça. Si tu le déclares pas, puis que là, il y a un gros party chez vous, tu as loué ta maison, tu es comme un peu dans le trouble. Fait que tu avais l'obligation de déclarer ton risque. En assurance de personnes, assurance invalidité, vie, tu n'as pas besoin de faire ça. La photo est prise. Ce qui change après, c'est l'assureur qui a pris le risque. OK. Si tu te mets à faire du parachute, tu n'as pas nécessairement à le dire. Il a pris le risque que tu meurs. Il a pris le risque que tu deviennes invalide. Fait que tu peux devenir alcoolique si tu veux. Tu peux pitcher en bas d'une montagne en deltaplane. Tu fais ce que tu veux. Mais l'assureur va être bonne. OK. Parce que dans le fond, l'assurance, eux autres, jusqu'à un certain point, leur but, c'est de faire du profit. Fait que, tu sais, quand ils te chargent, ils ont quand même un peu intérêt à faire, durant le 2 ans, de faire
recherche, puis tout, puis de s'assurer que... Oui, ben c'est pour ça que, tu fumes, tu le déclares pas, puis on s'entend. Ceux qui fument, ils disent toujours qu'ils fument, ceux qui fument un paquet par jour, là, je veux dire, ils n'ont pas quand même, ils n'ont pas le culot de dire qu'ils fument pas, mais c'est des fumeurs occasionnels. À chaque fois qu'ils prennent un verre, ils fument. Fait qu'évidemment, ils fument 200 cigarettes par année. Mais ils veulent, ils s'assument pas nécessairement fumeurs. Eux autres sont plus dans le trouble parce que ils ont laissé bien des traces. OK. Puis, c'est sûr que s'ils meurent d'un cancer du poumon, ils sont un peu faits, là. Fait que c'est sûr qu'ils vont. Mais il faut que ce soit en dedans de 2 ans. À l'intérieur de 2 ans. C'est pour ça qu'il y a bien du monde qui font des fausses déclarations à ce niveau-là, parce que les chances que ça arrive, que tu meurs d'un cancer du poumon dans les 2 ans, qu'ils trouvent. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui fumerait une cigarette à cachette cachée dans son placard, là, on s'en fout un peu, là. Okay. En tout cas, je vais inviter cette personne-là à ne rien dire. Là. Il n'y a personne qui va le savoir. Ça va rester entre lui et le placard. Fait que c'est ça. Alors, mais ça, c'est pour comprendre l'idée de comment fait que la peur en tant que telle que l'assurance va te fighter le moment venu de payer, c'est pas trop là. Non, parce que il y a un glissement entre l'assurance de dommages. Il y a beaucoup de réclamations, et tuyaux qui pètent, vis cachés. Ils savent pas, là. Ceux qui sont passés à travers des réclamations, c'est pas toujours facile. Pour être dans ça depuis plus de 20 ans, une réclamation de décès, là, j'ai jamais eu de contestation, ça se paye très rapidement. C'est très rare que tu as un décès dans les 2 ans, c'est déjà arrivé. Ils font une enquête, mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de trouble. Puis, quelqu'un qui répète une fausse déclaration, il rentre dans un mur à 100 000 à l'heure en voiture, on s'en fout qu'il avait le cancer du poumon, puis qu'il fumait, puis qu'il l'a pas déclaré. Là. Il est rentré dans un mur, c'est fini. Ils vont payer. Là. Il n'y a pas lieu de faire une enquête. Là. Il serait mort pareil. Non, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. OK. Non, c'est bon à savoir parce que je pense qu'il y a tout le temps la perception que les assureurs sont là, puis c'est... Juste pour faire du profit. Ouais, puis c'est un peu une arnaque. Ça, je tiens à le dire, c'est vraiment une industrie de personnes. Là. Je suis moins familier avec l'assurance de dommages, mais c'est très sérieux. Puis je pense que nos auditeurs peuvent avoir confiance au système d'assurance. Sont pas là pour trouver des failles. C'est du monde honnête. Les processus sont honnêtes, sont justes. Les délais sont rigoureux. Puis aussi, ça fait partie de leur réputation. T'sais. C'est sûr qu'on entend des histoires à gauche, à droite, mais c'est pas vrai que, je veux dire, on ouvre la presse, puis à chaque fois, il y a des scandales d'assurance. Mais je peux vous dire, il y en a du monde qui meurt, puis il y a du monde qui réclame, puis tout se passe bien. Là. OK. Non, c'est bon, parce que il y a toujours le vieux dicton, il n'y a pas une assurance. Au Canada, je pense qu'il n'y a jamais eu un assureur qui a fait faillite. Là. Fait que c'est toujours... oui, mais parce qu'ils engagent des actuaires, ils font des calculs de probabilité, de statistiques. Mais non, mais c'est bon à savoir, puis c'est bon de le dire que... Il y en a qui disent, les compagnies, là, ils font une fortune avec nous autres. C'est pas nécessairement vrai, je veux dire. Banuvie, par exemple, plus grosse compagnie canadienne, en 2003, valait 21-22 piastres. Elle est montée à 44 et descendue à 8 piastres. Puis aujourd'hui, 20 ans plus tard, t'as combien? 21-22 piastres. OK? Fait que, il y a eu des dividendes entre-temps. Mais d'une perspective de gain capital, t'as pas fait une piastre de gain en détenant le titre de la plus grosse compagnie d'assurance. Mais pourquoi? Parce que la game des assureurs, oui, il y a la table de mortalité. Il faut bien qu'ils gèrent ça. Il faut qu'ils checkent ta déclaration. Il faut qu'ils regardent si tu as menti, parce que sinon, s'ils le font pas, ils vont nuire à tous les autres assurés. Les primes vont augmenter pour tout le monde. Fait que non, les assureurs, là où ils se plantent, c'est l'économie. Les primes, il faut qu'ils les investissent. Puis si le marché ne va pas du bon bord pour eux autres, là, eux autres, ils jouent à la roulette russe, eux autres aussi. C'est aussi un effet dans le temps. Là. Quand tu parles de la Sun Life, c'est pas jeune. Là. Dans le sens que c'est des valeurs accumulées aussi. Là, de la valeur de... C'est pas, ça fait longtemps qu'ils font ça, puis ils connaissent leur affaire. Puis, Exact. Ah, cool. Bon, revenons-en un peu à notre format. Fait que là, Anthony parlait justement d'être fumeur. Est-ce que il faut que je fasse, si je veux une assurance vie, est-ce que je dois faire un examen médical? En général, oui, mais ça a beaucoup changé avec la pandémie. Étant donné que les gens ne pouvaient plus rencontrer même une infirmière, ils se sont mis à utiliser ce qu'ils appellent du big data. Donc, ils s'aperçoivent que sur un grand nombre de personnes, quand la personne, exemple, fait cette déclaration-là, ils n'ont pas plus de problèmes par après. En gros. Puis que le coût de tous ces examens-là, si on peut les éviter,
C'est plus rentable. À la fin, c'est que c'est comme c'est plus rentable de le faire de même. Donc, ce qui arrive, c'est que pour une jeune assurée, c'est facile de s'assurer pour 1 million, juste sur la base d'une déclaration. Puis souvent, maintenant, c'est des entrevues téléphoniques. Puis si dans la déclaration, il n'y a rien, c'est pas de médicaments, pas de problème, chlouc. 1 million. Des fois, durant la pandémie, on pouvait même émettre du 2 millions, même du 3 millions sur des jeunes, sur cette base-là, juste sur la base de déclaration. S'il y a des problèmes qui sont soulevés, là, ils peuvent écrire au médecin, puis ils peuvent exiger une prise de sang, puis des signes vitaux. Puis il faut que tu accueilles quelqu'un. Puis est-ce qu'ils peuvent te refuser parce que tu as des antécédents médicaux? Oui, évidemment. Lorsqu'on demande une assurance, l'assureur exige que tu représentes un risque normal. OK? Puis si ton risque est normal, il va t'assurer. Si tu représentes un risque qui est supérieur, donc si on parle d'assurance vie, c'est une espérance de vie qui est plus courte. Ouais. Un fumeur serait un bon exemple. Une espérance de vie peut-être 10 ans de moins, si c'est pas plus, 12-13 ans de moins. Bien évidemment, elle va te charger plus cher. OK? Donc, si tu présentes une super santé et des super bons antécédents, tu ne représentes aucun facteur de risque. Il y a même des taux qu'on appelle privilégiés ou élites. Ouais. OK? Il y a 5 à 20% parce qu'il y a élite, préférentiel puis standard. OK? Fait qu'élite, il y a 5% des gens qui se qualifient. Après ça, il y a 15% qui vont être le préférentiel, puis après ça, c'est standard. Fait que l'économie, c'est environ, je dirais, 10-20% d'économie quand on est élite standard, ou préférentiel. Okay. Exactement. Et sauf que moi, je travaille toujours sur la base du taux standard parce que il y a vraiment peu de gens là, qui se qualifient. Puis aussi, c'est que on se qualifie tous, on commence par élite. On perd 1 point, on passe à préférentiel, on perd 2 points, on est standard. Okay. C'est ça. Fait que c'est simple de même. Là, mais si jamais il vient un moment où tu te qualifies plus là, pour une assurance vie, oui, c'est ça. À un moment donné, si l'assureur est habituellement là, à 3 fois la prime, on appelle ça une surprime de plus 200%. Donc, 100% la prime, plus 200, ça fait 300 au total. Donc, 3 fois le montant que quelqu'un normal devrait payer. Les assureurs font plus d'offres. Qui est refusé. C'est là qu'il y a un paquet de programmes super intéressants qui n'existaient pas il y a 10 ans, comme le plan de protection du Canada qu'on entend souvent parler. C'est assez facile d'obtenir 500 000 $ avec des conditions de santé quand même assez spéciales. On peut avoir eu un cancer, puis si on est encore là 3 ans plus tard, on est assurable. On peut avoir eu des problèmes de consommation, on peut avoir eu un paquet d'affaires. Et la prime n'est pas si élevée que ça. C'est 1,5 fois la prime. Donc, les gens qui pensent qu'ils ne sont pas assurables ou qui ne veulent pas passer des tests de santé, il y a des assureurs qui acceptent juste sur la base d'une déclaration. Ils ne veulent pas savoir si tu as été refusé. Donc, les gens qui ont été refusés peuvent souscrire à ça, répondre aux questions, puis tu l'as tout de suite, ton assurance, à un prix, je vous dis, très raisonnable. OK. Fait que ça provient de où, ça? C'est pourquoi ça existe? Ou... c'est parce qu'il y a des assureurs qui... c'est comme dans n'importe quoi. Il y a des marchés... le subprime, il y a des marchés... il y a un marché pour tout. Donc, ici, on a un marché des gens qui ont plus de difficultés à s'assurer, qui représentent un plus grand risque. Fait que, il y a un assureur ou une équipe d'actuaires qui peut se dire, écoute, ces gens-là ne sont pas assurables. Si on leur charge le bon prix, ils vont y souscrire. Tu comprends? Puis ça marche. Je veux dire, c'est un excellent produit. Là. Je comprends. Il limite le montant. C'est pour ça que je dirais aux gens qui nous écoutent de ne pas conclure « je ne suis pas assurable ». Il y a bien des cailloux à soulever. Non, rapproche ton micro un peu. Oui, il y a bien des cailloux à soulever avant de conclure que vraiment, on n'est pas assurable. C'est sûr que... parce qu'habituellement, quand la personne a identifié son besoin, elle en veut une assurance. Une fois qu'elle comprend tout ce que ça peut faire pour lui ou elle, alors à ce moment-là, c'est important de faire la démarche au complet. Puis je pense qu'un courtier indépendant qui a ses entrées et sa connaissance du marché peut aider cette personne-là. Puis, outre des problèmes de santé, y a-t-il d'autres facteurs qui pourraient faire que ton risque augmente, comme
tes activités. Là, Anthony parlait de parachute ou de tes habitudes de vie. Ben, tu sais, en fait, les grosses habitudes de vie, tu as toutes les habitudes de consommation. Alcool. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, quelqu'un qui déclare des drogues dures, disons cocaïne, il ne sera pas assurable avant 3 ans. OK? Après 3 ans, il va payer une surprime, peut-être 2 fois la prime. Puis quand ça va faire 7 ans, de 7 à 10 ans, là, il va retomber à standard. OK? Le danger de ceux qui... Alors ça, c'est quand tu le déclares. OK? L'assureur aime ça que tu déclares ça. Bon, c'est sûr que tu payes plus cher, comme vous voyez là dans mon exemple, mais l'assureur, il y a un élément de confiance qui se crée. OK? Quand quelqu'un se fait pogner en trouver de la cocaïne dans ton sang, tu es comme un peu barré là, parce qu'il n'y a aucune confiance en toi. Là. Parce que tu es considéré un essayeux de un paquet d'affaires. OK? Fait que regarde, demain, qu'est-ce qui me dit que tu t'essaieras pas ça, puis ci, puis ça. OK? Fait que je dirais des fois, ça vaut la peine, puis surtout si ça vaut la peine peut-être de discuter là, de comment orienter un dossier comme ça. Donc, là, on parle de ça. Il y a par exemple, ceux qui ont des problèmes de suspension de permis. Ben ça peut être une surprime. Il y a des gens qui font de l'alpinisme, 4000 mètres et plus, ça, c'est des surprimes. Des fois, on appelle ça des surprimes temporaires. OK? Donc, tu pratiques l'alpinisme en haut de 4000 mètres. Tu vas au Népal pour bien d'aller tu fais la montée de l'Everest, t'es pas assurable. En tout cas, pas avec les marchés traditionnels. OK. Parce que, on le sait, il y a un paquet de problèmes de santé qui surviennent, qui meurent d'AVC, de crise cardiaque, n'importe quoi. Alors, à ce moment-là, ben, tu peux avoir une prime. Tant que tu pratiques ton sport, ben là, tu as une surprime. La journée que tu arrêtes, tu l'enlèves. Fait que tu as des surprimes permanentes, tu as des surprimes temporaires. Selon tes... Mais il y a aussi, on a la course automobile, ça c'est des surprimes. Les vols d'avion, il y a plusieurs personnes qui pilotent, qui ont des licences de pilote privé. Quelqu'un qui conduit un Cessna, qui a un moindrement d'expérience, c'est standard, étonnamment. C'est standard. Donc évidemment, pilote de brousse, toutes des affaires un peu des petits lights, des avions légers. Là, un deltaplane propulsé par un petit moteur, là, ça c'est difficilement assurable. Évidemment, les risques sont là. Alors, fait que, comme ça nous donne un paquet d'exemples qui pourraient faire en sorte qu'on ait une surprime ou même des exclusions. Quelqu'un, tu fais de la montgolfière, ben, tu as le choix. Surprime ou exclusion. Donc, ça veut dire s'il t'arrive de quoi en montgolfière, t'es pas couvert, mais... Si c'est ça, tu fais standard comme tout le monde, mais si tu meurs en montgolfière, t'es juste pas couvert. C'est ton choix. Fait que, tu sais, tu peux avoir des trucs comme ça. Il y a les voyages à l'étranger. OK? Quelqu'un qui va en Haïti, c'est comme pas assurable. Irak, Afghanistan, on peut s'imaginer. Là. Mais dès que tu reviens, c'est une exclusion, dans le fond. Dans le fond, on pourrait avoir même un refus. Ah oui, si tu y vas une fois puis tu reviens. Oui. Ben, c'est sûr que si tu déclares j'ai fait un voyage à Haïti, je ne retournerai plus en Haïti. J'ai fait tout ça. C'est différent. Mais encore là, il y a des assureurs. Encore là, il faut être conseillé parce que quelqu'un qui fait des voyages à l'étranger, il y a certains assureurs qui, de la façon qu'ils posent leurs questions, les gens passent à travers le filet. Exemple, est-ce que tu voyages plus que 12 mois? Est-ce que tu restes à un endroit plus de 12 mois par année? Je suis resté... Certains assureurs, tu vas 1 mois à Haïti, tu n'es pas assurable. D'autres, quand tu lis la question, non, je reste pas plus que 12 mois. Ils vont t'assurer. Donc, quelqu'un que... Encore là, un courtier est là pour aider à bien orienter le dossier selon tous les facteurs de risque qu'on connaît. C'est ça. Mais parce que, tu sais, comme moi, si, admettons, demain matin, je décide, tu sais, j'ai mon assurance vie, je l'ai depuis longtemps, là, puis... Tu vas dire, OK, mais là, je décide de faire un voyage, je le dis pas à mon assureur, là, où que je vais. Là. Non, parce que comme on disait tantôt, c'est une aggravation de risque. Donc, tu n'as pas besoin de le déclarer. Au moment où tu as souscrit ton assurance, tu es allé à Wildwood, puis à Cape Cod, puis c'était bien beau, là. Là, là, maintenant, tu vas à Haïti, tu vas en Irak, tu n'as pas besoin de le déclarer. Mais si tu refais une autre demande, là, ils vont peut-être te demander quel voyage as-tu fait. C'est intéressant. Fait que là, tu es considéré plus à risque. Exact. Est-ce que tu peux avoir une assurance vie pour un animal de compagnie?
En fait, la réponse est clairement non, mais on va voir pourquoi ça circule, cette affaire. Oui. OK. Non, parce que dans le fond, en droit civil québécois, là, un animal, c'est une chose. OK? Puis si on veut nommer un bénéficiaire, OK, dans notre police d'assurance, bien, ça doit être une personne morale, une personne physique. Donc, tu ne peux pas léguer toi ton chien. Et non pas une chose. Donc, c'est pas permis de nommer une chose comme étant récipiendaire d'un produit d'assurance. Ça serait difficile à gérer, tu sais. Ouais. Parce que la chose n'est pas reconnue dans notre droit. OK? Fait que ça, c'est la raison. Maintenant, est-ce qu'on peut assurer avec d'autres types d'assurance un animal? La réponse, c'est oui. Okay. Alors, ça, c'est de l'assurance de dommages. Alors, je pense qu'il y a un ou deux assureurs qui fait ça au Québec, c'est que tu peux assurer ton chat, ton chien, pour les soins médicaux qu'ils pourraient avoir jusqu'à une limite de, disons, 1000 $ ou 2000 $. Okay? Puis là, tu vas payer genre... 30 $ par mois. 30 $ par mois. Voilà. Fait que, tu sais, dans le fond, Même plus que ça, je pense, j'en ai vu là, des assurances là, pour... quand j'ai eu mon chien, là, c'est ça, j'en regardais de voir... Toi, il est plus gros, ton chien, là. Ouais, on sait que ça coûte cher, j'entends. Mais non, mais il y en a je sais qu'il y a des assurances spécifiquement, justement, comme tu disais, pour l'assurance médicale. Tu sais, puis ça va quand même à des bons montants. C'est de l'assurance médicale, oui. C'est ça, ça existe. C'est pas donné non plus, mais tu sais, le calcul est tout le temps fait. Là, je dis avec les enfants, tu sais, comme, si c'est juste de moi qui est correct, je suis capable d'accepter ça, mais dès que t'as un enfant qui... Comment t'expliques? Pour en revenir aux animaux, puis, tu sais, j'ai pas tout étudié ça, mais ça à terre, il y a bien des juridictions, puis il y a bien des types de droits, puis je pense vraiment qu'il y a du monde qui ont vraiment tout légué à leurs animaux par erreur ou parce qu'ils pouvaient le faire. Je sais pas comment c'est géré. Y a-t-il certaines places aux États-Unis qui... Peut-être, tu sais, parce qu'il y a tellement de juridictions, il y a tellement de codes civils différents. Exactement. Mais d'assurer la vie de ton animal, j'imagine, parce que tu sais, la dernière fois quand tu étais venu au podcast, tu avais dit, écoute, si tu vois comme les Lloyds, tout s'assure. Tout a un prix. Tu peux assurer n'importe quoi. Ils vont... Ben, si quelqu'un décide de... Au final, c'est comme assurer un bien. Ouais, exactement. Fait que ça se fait. Pose des questions, puis ensuite... D'avoir ton bénéficiaire, c'est ton animal. J'imagine qu'il y en a qui l'ont essayé. Il y a tout le temps... Il y a de tout. Il y a de tout dans... Puis est-ce que tu peux... Peut-être pas un animal, mais est-ce que tu peux prendre une assurance vie sur un étranger? La réponse, c'est non. Et ça fait référence à l'intérêt assurable. Ça, c'est le terme qu'utilisent les assureurs. On va assurer, c'est-à-dire que quelqu'un qui souscrit une police, donc le propriétaire d'un contrat d'assurance sur un assuré, tu sais, habituellement, on s'assure. On a un intérêt assurable dans notre propre vie. Ouais. C'est indiscutable. Par contre, moi, je prends un contrat sur toi, OK? L'assureur va me demander, c'est quoi l'intérêt assurable que tu as sur Christophe? Okay? Si on a une entreprise ensemble, ben oui, j'ai un intérêt assurable parce que s'il meurt, je suis dans le trouble, il faut que je rachète ses actions. S'il meurt, on a un prêt, il faut que rembourser le prêt. On a tous des intérêts assurables. Mais toi, tu es un peu étranger, la réponse, c'est non. C'est non pour éviter évidemment des abus, des têtes, des arnaques, des arnaques, des têtes mises à prix, exact. etc. Fait que évidemment c'est pour limiter ça. On pourrait peut-être ajouter qu'une fois que tu as une police, ok, est-ce que quelqu'un, exemple, moi j'ai un intérêt assurable, je t'ai assuré, c'est moi qui est propriétaire du contrat. On fait plus d'affaires ensemble. Est-ce que je peux conserver mon contrat? La réponse, c'est oui. Donc, j'ai encore ta vie assurée. Est-ce que je peux vendre mon contrat aux Hells Angels? Je peux-tu le vendre? La réponse, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que tu me signes la permission que je vende. OK. Même que je vends à Tony mon contrat sur toi. Puis par rapport, mettons... Faut peut-être dire oui. Une conjointe, un ex-conjoint, est-ce que tu peux le faire sans leur permission? OK. Ben là, on touche à une autre question. Donc, non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on rentre dans les technicalités, mais celle-là arrive souvent. C'est que tu souscris une assurance et tu es marié. Hein? C'est bien important. Là. Au Québec, là, marié, pas marié, là, c'est une grosse différence. Parce que le Code civil, il reconnaît juste les gens mariés. OK. Ah, d'accord. Concubine, conjoint de fait, non, ça n'existe pas. Fait que c'est pour ça qu'on dit que ces régimes-là sont moins protégés. Il faut faire des contrats à part pour compenser. Mais tu sais, donc, tu nommes, exemple, tu prends un contrat sur ta vie, tu nommes ta conjointe que tu as mariée, vous êtes mariés civilement, ben là, tu as oublié de marquer révocable. OK? Ben là, automatiquement, elle va être irrévocable.
Fait que ça veut dire que irrévocable, ça veut dire que tu ne peux pas toucher au contrat sans sa permission. Donc, il y a bien des affaires que tu peux pas faire. Tu peux pas modifier ton contrat à la baisse. Tu peux pas changer de bénéficiaire, évidemment. Il y a un paquet de choses que tu peux pas faire. OK, sans son autorisation. OK? Si tu veux pas ça, il faut que tu prennes le temps, OK, de dire révocable. Donc, tu peux nommer ton épouse, ton époux, OK, écrire révocable, tu vas pouvoir le changer. Okay? Ça ne crée pas des frictions, ça? Ben oui, puis non, parce que quand on arrive à cette étape-là, ben les gens disent habituellement révocable, puis il n'y a pas de problème. Puis des fois, ça crée comme une commotion, parce que là, il y a comme l'élément. Tu sais, les gens ne parlent pas d'assurance entre eux. Non, alors, c'est à moi à ramasser ces pots-là. C'est toi qui vas déclarer au... Ben, non, je ramasse les pots en leur expliquant c'est quoi. Okay. Là, puis en mettant, en essayant de montrer une perspective. Souvent, c'est sûr que, parce qu'il y a une question de confiance, hein, puis ça va mal être marié ou puis quand l'élément de confiance n'est pas là. Mais il reste que moi, je veux dire, jour 1, je peux protéger ma conjointe, OK? Je la mets révocable. Mais jour 2, je peux changer ça puis nommer ma maîtresse. Elle le saura jamais. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que tu pourrais avoir un couple qui dit non, nous autres, les deux, OK, on va chacun se mettre irrévocable. Oui, c'est ça, ça marche dans oui, les deux parce sens. qu'habituellement, on prend un contrat. Moi, j'assure ma vie, je nomme, disons, ma conjointe bénéficiaire, puis le contraire. Elle va se prendre une police sur sa vie, elle va me nommer. On va marquer, exemple, les deux irrévocables. OK, confiance, pas confiance, on n'a pas à se poser la question. Tu comprends-tu? On veut juste une certitude qu'on peut compter là-dessus. Puis je pense que c'est raisonnable. Ça ne veut pas nécessairement dire « je te fais pas confiance ». À un moment donné, on parle de sécurité financière. À un moment donné, la sécurité, je veux dire, c'est un peu ondulatoire. Hein. Il y a des moments où on est super confiant, on l'est moins. Là. C'est la nature de la bête. Fait que ça, la question de bénéficiaire, révocable, irrévocable, ben, c'est des questions qu'on aborde, là, évidemment. OK. Intéressant. Puis est-ce que le fait d'être marié, tu disais, c'est pas reconnu de la même façon, est-ce que ça change ta prime, le fait que tu sois marié? Est-ce que les compagnies d'assurance te considèrent plus stable? Non. Dans le fond, là, tu sais, souvent, ils demandent ton statut, là, c'est juste parce que, bon, ça leur donne un élément statistique plus qu'autre chose. Il n'y a pas de question sur orientation sexuelle, les affaires-là, c'est fini, ça, c'est plus... Non, mais il n'y en a jamais eu, en fait. Parce que ça serait problématique, ça pourrait être discriminatoire. Oui, puis déjà, l'assurance est déjà discriminatoire, là. Je veux dire, l'âge, sur la base de ta santé. Pis ça. Mais ils ont comme mis une limitation, puis je veux dire, ces questions-là ne sont pas abordées. Mais c'est vrai, quand tu dis, c'est vrai que statistiquement, les gens mariés qui vivent ensemble ont une espérance de vie plus longue, mais dans les faits, c'est pas assez important pour qu'un assureur il se mette dans le coin en disant moi j'offre assurance pour, tu comprends-tu? J'offre une réduction aux gens mariés. Oui, c'est ça. Exactement. OK. Puis il y a une question connexe justement, vu qu'on a parlé, je pense, d'orientation sexuelle. Là, pendant les années 80, est-ce que c'était vrai que il y avait une pandémie du sida, est-ce que c'était vrai que ça coûtait plus cher? Non, parce qu'à la base, il n'y a jamais eu... ces questions-là n'ont jamais été posées. La question de savoir, as-tu le sida? Oui, ben là ça t'affecte. Puis étonnamment, en passant, c'est que des sidéens qui sont contrôlés sont assurables maintenant. Pas standard, mais on peut les assurer. OK? Alors, mais même à l'époque, on ne posait pas la question de l'orientation sexuelle. Donc, c'est plus des mythes. Okay. C'est plus des mythes. On parlait de matérialité au départ. Exact. C'est clairement. C'est ça le but. Autre question, on parlait justement là, quand tu es marié, mettons ton conjoint, si tu nommes quelqu'un dans ton assurance vie, puis que tu décèdes, est-ce que ça va directement à la personne ou ça doit passer par le testament puis tout? Oui. Alors, principe général, il y a comme un embranchement, une fourche. Okay? Une voie, c'est on nomme un bénéficiaire. OK. L'avantage de ça, c'est quand on nomme un bénéficiaire directement, c'est que ça court-circuite la succession. Ça ne passe pas par la succession, donc ça n'est pas régi par le testament. C'est payé très rapidement. OK? Pourquoi? Parce que concrètement,
ton conjoint est décédé, tu te présentes avec ça un certificat de décès, tata, OK, puis la prestation t'est payée. Il y a pas, on te demande pas le testament, on te demande pas ci, on te demande pas ça, OK? Quand, par contre, tu mets héritiers légaux ou succession, tu sais, on met, bénéficiaire, héritiers légaux ou succession, là. Ouais. Okay, quand tu marques ça, c'est ton testament qui décide de tout. Ça, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus long parce que là, l'argent va dans la succession. Puis là, c'est l'exécuteur testamentaire qui évalue tout ça puis qui applique toutes les règles. Et ça, c'est long. Puis ça, je peux vous dire, c'est assez rare des successions qui se règlent facilement, même entre personnes qui s'aiment. Ouais. Alors, peut-être juste dire que quand vous voulez protéger quelqu'un en particulier, nommez-le bénéficiaire. Ouais. Surtout si c'est pour un aide, c'est pas pour, par exemple, distribuer votre patrimoine à la fin d'une vie, mais qu'on veut vraiment qu'une personne ait un montant d'argent, c'est très important de le faire. Ou si on peut séparer le capital d'essai, on peut dire 50% c'est un bénéficiaire, 50% succession, héritiers légaux. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est intéressant, ça. Mais encore là, ça, c'est du planning. Donc, c'est important on parlait d'objectifs au départ. Ben, on a un objectif. Il ne faut pas se tromper à la ligne d'arrivée quand on nomme bénéficiaire. Donc, c'est tout des... Donc, les bénéficiaires, tu peux les ajouter et les modifier pas mal n'importe quand. Oui, sous réserve d'irrévocabilité, comme je t'expliquais tantôt, mais oui, on peut... Non, mais je pense à exemple si tu as des enfants qui s'ajoutent ou... Oui, tu veux dire, on efface, on recommence, on redétermine les pourcentages, on peut faire ça en tout temps. OK. Pas de limite. Puis là, je mets mon petit chapeau de comptable. Est-ce que on est mieux dans ce cas-là de mettre peut-être... plusieurs personnes pour répandre... Non, mais comme, admettons, une société ou de portefeuille ou quelque chose là-dedans, justement, pour que on puisse déduire ces primes-là, puis que la prime passe à travers... comme dans la compagnie. Donc là, tu me dis, OK, est-ce que ça serait avantageux, tant qu'à souscrire une assurance, de la faire souscrire par ta société? Oui, exactement. Oui. En fait, je dirais que, encore là, on a une fourche. Es-tu 100% actionnaire de ta société? Si la réponse c'est oui, donc tu contrôles tout ce qui va dans ta société, c'est à toi, ça pourrait être avantageux parce que tu vas payer une prime avec des dollars de compagnie qui ont été imposés moindrement. Ouais. OK? Donc, et le capital d'essai, lui, il peut rentrer si tu décèdes, le capital d'essai rentre dans ta compagnie, mais il peut sortir net d'impôt. Ouais. OK? Fait que tu arrives au même, mais ça t'a coûté juste moins cher en valeur absolue. OK? Fait que ça vaut la peine. Aussitôt que tu as des partners, puis que tu veux faire un planning personnel, à ne pas conseiller. OK. OK? Par contre, il y a beaucoup de compagnies opérantes qui sont détenues par les partners via leur société de gestion, qui sont à eux à 100%. Là, tu peux faire ce planning-là. Donc, la règle, c'est pense faire payer ta prime d'assurance si tu es 100% actionnaire de cette société-là. Que ce soit ta société de portefeuille ou holding ou ta compagnie opérante. OK. Encore là. Ça peut être... dans n'importe quelle conversation qu'on a, on va le suggérer. Là. On va regarder la situation. Peut-être que ça serait intéressant de le faire. Puis peut-être même justement dans une situation de planning, si on parlait d'avoir un intérêt assurable sur ton partner, que si jamais ton partner décède, tu dois racheter ses parts, d'avoir une assurance sur sa vie à lui, que comme ça, la société est capable de racheter ses parts de la société à son patrimoine. Oui, exactement. C'est assez rare qu'on est en affaires avec des partners, puis qu'on veut, je veux dire, dans l'éventualité où notre partner n'est plus là, il est décédé, on veut pas dealer avec sa famille, avec ses enfants, avec sa conjointe. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent rien de l'entreprise, ils n'ont pas l'expertise. Donc, ce qu'on va faire, c'est la convention d'actionnaire qui va prévoir un rachat automatique des actions. Puis, c'est bien beau un rachat automatique des actions, mais il faut avoir les sous pour racheter les actions. Exact. Alors, il y a peu d'entreprises qui ont les sous. OK? Donc, c'est quoi nos options? On va aller voir la banque pour emprunter. On vient de perdre notre partner, ça va un petit peu moins bien. Fait que, tu sais, la façon numéro 1 de financer ces rachats-là, c'est de l'assurance. OK? L'assurance est payée rapidement et net d'impôts. Puis, c'est comme le montant est créé pour une fraction du prix. Fait que, oui, il y a de l'assurance vie, il y en a beaucoup dans les sociétés pour des rachats d'actions. Tu viens de le mentionner, là, mais juste pour nos auditeurs, là, l'assurance vie qui est versée à un bénéficiaire est libre d'impôt. Il n'y a pas d'imposition sur ce montant. Il n'y a pas d'imposition. Que le bénéficiaire soit une corporation, si on parle d'une police d'entreprise, ou un individu, le capital d'essai est net d'impôt. C'est très, très, très important là,
Donc, ça semble comme un moyen rapide et efficace d'obtenir une grosse somme d'argent. Oui, absolument. Puis, je veux dire, dans plusieurs situations, une chance que ça existe. Oui, exact. Je veux dire, j'ai fait face à un paquet de situations où j'ai vu la différence que ça a fait, là. Ouais. Question, on avait un épisode qu'on vient d'enregistrer récemment, je sais pas s'il va passer avant ou après, mais on parlait de testament. Si le bénéficiaire que tu nommes, mettons ta conjointe, est décédé en même temps, est-ce que ça va... Ah oui. Ou est-ce que l'assurance vie, est-ce qu'elle va à ton... C'est sûr que dans le cas d'une conjointe puis que tu as des enfants, c'est du pareil au même, que ce soit toi ou elle. Mais dans le sens où est-ce que si ton bénéficiaire est décédé, est-ce que ça va à son patrimoine ou est-ce que ça va à ton patrimoine? À toi, si la personne est Ouais. Et puis peut-être qu'on pourrait rephraser ta question comme la situation où j'ai une assurance sur ma vie, OK? Mon bénéficiaire, c'est ma conjointe, OK? Ma conjointe me prédécède. J'oublie de changer ça. Donc, c'est toujours elle qui est écrit. Je finis par décéder. Puis là, on se pose la question, OK, ben c'est les bénéficiaires c'est qui va hériter du capital décès? Les héritiers du bénéficiaire qui était la conjointe qui m'est prédécédée ou mes héritiers à moi comme propriétaire du contrat? La réponse, c'est mes héritiers comme propriétaire du contrat. Ce qui fait du sens. OK. Oui, parce qu'on s'approche plus de la volonté de celui que souscrit au contrat. Encore plus si admettons la même chose avec Anthony. Si, admettons, pour le podcast, moi, j'ai un intérêt à assurer Anthony. Là, Anthony décède, puis lui, il en avait une sur moi, même chose. Là, moi, mon assurance vie ne va pas aller aux héritiers d'Anthony, il va aller à mes héritiers à moi. Oui, c'est ça. Mais aussi, puis aussi, ben, tu sais, comme ça arrive assez rarement, là, on s'entend parce que normalement, quand on est décédé, les gens revisent leur truc. Et aussi, ben, il y en a qui veulent éviter ça. Hein? Alors, c'est très facile. N'importe quelle proposition d'assurance, on peut indiquer un bénéficiaire subsidiaire. OK? Alors, moi, j'aurais pu, dans mon exemple, je voulais protéger ma conjointe, mais si elle me prédécède, j'ai mis un subsidiaire, un bénéficiaire subsidiaire, disons, mon fils. OK. Donc, moi, j'ai même pas géré la première situation parce que c'est mon fils, subsidiairement. S'il est vivant, quand je décède, c'est lui qui l'a. OK. Fait que ça, c'est possible. Puis s'il n'y a plus de bénéficiaires vivants dans une situation où il n'y a plus de... Il n'y a personne, les gens refusent. Tu veux dire, par exemple, là où tes héritiers sont même plus là à toi? Oui, exactement. Il n'y a plus personne. Là, je veux dire, tous tes podcasts de notaire, là, on rentre dans le droit des successions. Puis il y a toujours quelqu'un. On va toujours ratisser. Pour connaître le droit, là, on va ratisser dans tes ascendants, descendants. Fait qu'il y a toujours une voie là, pour... Mais il y a le régime public, là, où est-ce que si jamais ça va... je me souviens plus. La curatelle. Oui, exactement. Mais tu sais, où est-ce que là, ton héritage va là, en attendant que quelqu'un le réclame. Est-ce que l'assurance est payée quand même ou l'assureur est comme on va attendre que quelqu'un le demande? Non, écoute. C'est payé quand même. C'est sûr, peu importe. Écoute, si c'est de droit la curatelle qui administre en tant qu'exécuteur successoral, puis elle se présente à l'assureur avec un contrat bonne et due forme, elle va l'avoir, le montant. Là. Fait que l'assureur doit payer de toute façon. Ah oui. Tout ce qui intéresse l'assureur, là, est-ce que je paye à la bonne personne? Fait que si tu es capable de montrer que tu es l'exécuteur testamentaire, m'a te donné l'argent. OK? Puis si tu es le bénéficiaire, m'a te donné l'argent. Puis, je pense que tu l'as mentionné un peu, mais c'est possible de verser les primes pas les primes d'assurance, excuse-moi, mais le capital d'essai à un mineur? Bon. Oui, c'est possible de payer. En fait, si on nomme un mineur comme bénéficiaire d'une police d'assurance, il va recevoir l'argent. OK? Des fois, il y a comme une confusion des concepts en se disant que Mais ça peut créer un problème. Le problème est le suivant. Le Code civil, qui est, et qui est très bien fait, ceci en passant, il prévoit que pour protéger les enfants, quand un enfant hérite ou obtient un montant de 25 000 automatiquement, la loi prévoit qu'il faut constituer un conseil de famille pour gérer cet argent-là. OK. On ne veut pas que même le père ou la mère de cet enfant-là, mettons que l'enfant il a hérité 25 000 de son mononcle.
bien là, on veut même pas que le père ou la mère qui ont l'autorité parentale, puissent comme influencer, parce que ça serait très facile tu comprends-tu, de ramasser cet argent-là à un enfant de 5 ans. C'est ridicule. Donc, le Code civil, dans sa grande sagesse, a prévu un conseil de famille. Sauf que ça peut être compliqué. Tu sais, on parlait de complications. C'est conseil de famille, chicane de famille. Non, c'est ça qui va arriver. Alors, c'est pour ça que des fois, on se dit, OK, oui, on veut laisser, disons, on va dire un chiffre de main, 500 000 pour que les gens qui s'en occupent puissent, comme l'amener. Ben, c'est sûr que si tu crées un conseil de famille, ça peut compliquer. Mais une façon de court-circuiter ça, peut-être que les notaires en ont parlé, ben, c'est dans le fond, tu as des enfants mineurs, tu pourrais indiquer à ta police que les bénéficiaires, ça va être ta succession. C'est ton testament qui va le gérer. Puis ton testament, lui, va prévoir des fiducies testamentaires en faveur de tes enfants. Puis là, tu vas déterminer qui va gérer cet argent-là. Alors là, tu les nommes. Là. C'est pas un conseil de famille nommé par le tribunal. Là, tu dis, ben, c'est mon frère, ma soeur, je leur fais confiance, ils vont gérer ça. Puis tu vas dire, ils vont leur remettre le capital à 18 ans, le tiers. À 25 ans, tu peux décider ce que tu veux. Alors, c'est plus ça, quand on fait référence à un enfant mineur, moi je dis toujours, OK, on regarde les montants. Si c'est des plus petits montants, des fois, on va-tu vraiment créer un testament avec des fiducies testamentaires? C'est discutable. Mais moindrement qu'on veut laisser de l'argent des enfants, ça serait utile de regarder aussi la façon de faire le testament. Non, ça peut être assez particulier comme situation. Moi, pour l'avoir déjà vu là, avec quelqu'un les grands-parents laissent une assurance vie justement aux petits-enfants. Puis là, les parents, ils n'ont pas accès à cet argent-là. Puis c'est ça, des sommes assez... de grandes sommes, là, fait que... Ah oui, mais ça complique la dynamique. Très compliqué, t'as du monde, mon oncle, ma tante prend soin de l'enfant est 3 fois plus riche qu'eux autres mêmes. C'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait là, pour trancher ça? C'est compliqué, là. C'est ça. C'est comme... des belles c'est pas une simple affaire. Ben, faut y penser avant. C'est pour ça qu'on t'a, Philippe. Fait que, écoute, sur ça, moi, j'ai pas d'autres questions pour toi. Je pense qu'on t'a assez grillé sur... sur l'assurance vie, mais on apprécie beaucoup que tu viennes nous en parler. C'est tellement un sujet qui est, comme tu as dit, un peu, tu sais, pas tabou, mais que les gens en parlent pas assez. Puis, j'aime ça la façon que vos questions sont allumées. J'aime ça comment vous abordez les affaires parce que ça se présente comme ça dans la réalité. Là, vos questions à brûle pour point, c'est ça qu'on voit. Là. Fait que, dans le fond, ça se passe de même. Oui, exactement. Fait que, non, on espère qu'on a pu... éclairer des auditeurs. Oui, exactement, un peu à des questions peut-être. Ou juste par curiosité. Là. Moi, c'est surtout par curiosité, mes affaires. Je souhaitais pas assurer mon chien ou léguer rien à mon chien, mais tu sais, des trucs comme ça, là, des petits mythes et réalités. Fait que, écoute, sur ça, merci beaucoup. Puis peut-être à une troisième fois. Ben oui, au plaisir. Certainement.